Ça y est, on connaît la finale des Jeux Olympiques et c'est la finale rêvée. Novak Djokovic affrontera Carlos Alcaraz. Novak Djokovic, pour son histoire, enfin remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques ou alors réaliser un triplé historique que seul Rafael Nadal a réussi à faire chez les hommes car Steffi Graf l'a fait chez les femmes en réalisant le Grand Chelem calendaire. Alcaraz ou Djokovic. On en parlera demain dans la preview de la finale. Mais aujourd'hui, je te fais un résumé des deux demi-finales. Alors, avant ça, abonne-toi, lâche un petit like et c'est parti. Quelle victoire, quelle démonstration, quelle leçon de Carlos Alcaraz. On a rarement vu ça, c'était d'une telle violence. On avait l'impression que Félix Auger-Aliassime était un petit enfant face à l'Espagnol. C'était assez hallucinant de facilité, surtout qu'on sait il était un peu émoussé physiquement, en tout cas on le croyait. On va débriefer ce match et ce qui s'est passé, mais franchement c'était monstrueux. Et aujourd'hui, Carlos Alcaraz, il est rentré dans la tête de Félix Auger-Aliassime dès le début du match. Il lui aura tout fait, hein. Petit jeu, fond de court, grande défense, belle attaque, amorti, il y aura eu la panoplie complète. Mais dès le début du match, et ça c'est très intéressant, on en avait parlé hier justement face à Tommy Paul, il décide de se mettre très très loin au retour. Et ça va perturber Auger-Aliassime qui va recevoir des bombes littéralement des énormes lifts de Carlos Alcaraz. Il va pas savoir les négocier, contrairement à Tommy Paul qui est capable, lui, de prendre la balle plus tôt et de monter au filet. On sait que le Canadien, c'est pas forcément non plus son fort d'aller vers l'avant, en tout cas de suivre au filet, puisque c'est un très bon attaquant de fond de cours. Mais ensuite, quand il faut se rapprocher du filet et glisser des petites volées ou des amortis, là, c'est un petit peu plus compliqué. Et on le voit justement sur ce premier plan. Félix Auger-Aliassime a déjà une balle de break à sauver dès son deuxième jeu de service. Et voyant Alcaraz lui envoyer des énormes retours très longs, très bombés, très liftés, il essaye de forcer un petit peu ses secondes balles. Et celle-là va se convertir en double faute. C'est vraiment, on le voit sur le plan d'après, un choix. Vraiment, il est au niveau de la bâche. La juge de ligne est obligée de se décaler pour pas se prendre un coup de raquette. C'est assez impressionnant ce plan quand même. Et le même point, le plan juste après, on voit que Carlos Alcaraz s'est décalé hors du couloir, montrant à Félix que si tu ne sers pas un excellent service, je vais te relancer en faisant un coup droit et tu vas recevoir une bombe. Et ça aura été durant toute la partie. Du coup, Félix, lui, il aura essayé de servir à chaque fois au T en deuxième balle, sauf que c'est contre nature. On sait que les joueurs en seconde balle soit servent au corps, soit servent surtout extérieur pour toucher le revers de l'adversaire. Mais en fait, Carlos Alcaraz, il a une telle rapidité de déplacement qui peut se permettre de se décaler et de se décaler encore, puisque dans tous les cas, il va compenser ce retard avec une vitesse exceptionnelle derrière. Et on l'a vu dans ses matchs précédents, mais aujourd'hui ça a été flagrant. Félix, il n'est pas capable de créer du jeu pour déstabiliser ça. Donc Carlos, il se décale, il envoie une bombe, et derrière, il arrive à reprendre l'ascendant dans le point. Ça a été ça pendant une heure, c'était fabuleux. Mais il n'y a pas eu que ça. Carlos, il a une telle marge qu'il n'est même pas dans l'optique de se dire je vais jouer le point faible de Félix Auger-Aliassime en lui jouant que le revers. Non, il n'hésite pas comme sur ce revers à aller plein coup droit du Canadien. Et le Canadien, lui, limite se retrouve étonné car il était prêt sur ce déplacement à partir faire un revers. Et en fait, il se retrouve complètement déboussolé puisque Alcaraz lui aura tout fait. Il lui aura fait des revers plein coup droit. Il lui aura fait, on va le voir juste après, un petit amorti dans le contre-pied. Et en fait, c'est tellement juste tactiquement. On sait que quand un joueur a des difficultés à jouer en revers, ça sert à rien de lui pilonner que le revers à foison. Il faut créer un peu d'incertitude pour que quand on lui joue sur le revers, là, il ait des difficultés ou qu'on lui crée un déplacement. Là, on va exploiter la faille de l'adversaire. Mais concrètement, ce que fait Alcaraz sur ce schéma et dans ce point, je te joue un revers plein coup droit et derrière, je te joue l'amorti du même côté. En fait, Félix, bah, on lui fait jamais ce coup-là et Carlos, il est capable de lui faire à la perfection et ça laisse aucune chance aux Canadiens en fait. Et puis après, il y a le talent qui parle, hein, forcément. Là, on parle tactique, on parle technique, on parle même physique. Mais à un moment, il y a des choses qui ne se travaillent pas. C'est le talent qu'on a, c'est l'œil, la main, un peu de tout ça, forcément. Et puis là, Carlos, il fait un service volé. Et voilà la position dans laquelle il joue sa volée. C'est assez impressionnant. Il la joue en bout de raquette. Et même en bout de raquette, il arrive un peu à changer sa prise pour avoir une prise un peu plus marteau, pour que la balle, elle garde quand même un effet très slicé. Comme ça, au moment du rebond dans le terrain adverse, la balle revient un petit peu dans son terrain, un peu comme un effet rétro. Enfin, franchement,
c'est prodigieux. On voit l'extension, physiquement, c'est hallucinant. Et derrière notre télé, on se dit, parce que c'est beaucoup plus facile derrière notre télé, mais Félix, Carlos, il est 8 mètres derrière sa ligne de fond de cours. Allez, tente des petits services volés. Et Félix le fait. Sauf qu'en fait, bah, Carlos, même en étant archi loin de sa ligne de fond de cours, il arrive à glisser un passing juste derrière le filet. Et vous le voyez au moment où Félix touche sa demi-volée, parce que c'est tellement bien passé, tellement bien relancé, qu'il ne peut pas faire de volée. Il est obligé de faire une demi-volée. Sauf qu'on voit Speedy Carlos là derrière, qui est en train de taper un sprint et qui est prêt à te prendre à la gorge. Et derrière, il lui fera un passing gagnant. Enfin, franchement, en fait, il n'y a pas de faille, il n'y a rien à faire. Et Félix, il peut exister un petit peu dans ce genre de match que si Carlos le décide et lui donne quelques points. Mais aujourd'hui, il n'aura rien donné. Ça aurait été parfait. Et en fait, c'est terrible. Il y a pas de faille, il n'y a rien à faire. Et puis la classique, on en a parlé tout à l'heure. Au retour, il est en dehors du couloir. À ce moment-là, Félix il se sent obligé de servir au thé, sauf que bah, on l'a dit, hein, Carlos il se replace hyper vite pour frapper un coup droit. Et puis derrière, même si c'est bien servi et que le retour est un peu court, Félix, bah voilà, on voit, il est dans le terrain, mais il n'y arrive plus en fait. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Et même quand il a des balles, on va dire, entre guillemets, faciles à jouer, bah, il n'y a plus de balles faciles à jouer face à Carlos, parce que la balle, elle revient toujours, et elle revient trop bien en fait. Donc tu te mets à faire des fautes directes en coup droit, et celle-là, elle sortira en longueur sur le revers de Carlos, et ça fait un 7-0. C'est une leçon. Le Canadien aura essayé de changer quelques petites choses. On le voit dans le jeu, c'est un moment important. Il peut essayer de recoller à 2-2. Alors, on est très loin encore d'un potentiel exploit. Mais il essaye, il fait un amorti, sauf que la balle, elle monte beaucoup trop haute et elle va finir dans le couloir. C'est pas son jeu. Il est complètement déboussolé, il s'en sort pas. L'amorti en soi, c'est une bonne idée. Carlos, il est super loin. Mais en fait, c'est contre nature, ça fonctionne pas. Et dans ce même jeu, bah, tu pouvais égaliser à deux partout avec une balle assez simple à jouer et tu te retrouves à faire une double faute, sauf que la balle, elle sort de beaucoup, hein, on le voit, elle est à 2 mètres derrière le carré de service, et hop, ça fait 3-1 pour Carlos, et derrière, il n'y a plus aucun espoir, déjà qu'il y en avait peu, mais c'est des petites choses comme ça qui te montrent que même quand tu as l'espoir de recoller un petit peu au score, bah en fait, tu es très très loin. Et on va terminer ce match avec des images assez sympas, où vraiment je veux montrer que Carlos, et c'est un petit peu la mentalité Rafa aussi, on voit le score 6-1, 4-1, balle de 5-1. Et là, Carlos, il y a toute la rage vraiment de se dire, on ne se déconcentre pas, on sait que ça peut aller vite au tennis, même s'il y a une marge énorme, on peut commencer à faire une ou deux fautes et l'adversaire peut aussi, lui, mieux jouer et ça peut très vite s'inverser. Il se trompe pas, hein. Il sait quand même qu'en face, Félix Auger-Aliassime, ça peut être un client, même si aujourd'hui c'est à sens unique. Il s'encourage, il est à fond, il lâche pas un point. C'est assez rare pour être souligné de la part de Carlos de ne pas lâcher un point. Et aujourd'hui, il en aura lâché absolument aucun. C'est prodigieux. Et on se retrouve même dans ce point où en fait, il reçoit une lettre, il avance sur la balle, et puis tout le monde aurait fait un petit slice de défense ou autre. Il est en telle confiance, il est tellement facile qu'il va se permettre de faire un amorti assez laser où la balle va partir très latéralement. Et on voit derrière, ça fait même rire Félix Auger-Aliassime qui se dit bon, bah, aujourd'hui, en fait, il n'y a absolument rien à faire contre ce type. Lui, il ne fait même pas un mauvais match, en fait. Il y a même pas à le blâmer, il n'y a rien à dire. Mais en face, c'est beaucoup trop fort, en fait. Au final, un grand sourire pour ce jeune garçon de 21 ans, on le rappelle, avec une expérience monstre. Franchement, aujourd'hui, il a gagné techniquement, tactiquement, mais même à l'expérience, quand on voit son positionnement en retour, etc., il lui rentre dans le crâne. Franchement, voilà, grand sourire, ça fait plaisir de voir Carlos à ce niveau-là, puisque parfois il a quelques petits trous d'air. On se rappelle son non-match contre Zverev à l'Open d'Australie. Bah là, on en est loin, en fait, c'est juste une copie parfaite. Il va falloir aller le chercher en finale. Franchement, là, c'est le grand favori. C'est monstrueux ce qu'il a fait. Et c'est prodigieux en fait. On est là pour kiffer, pour l'accompagner. Il faut qu'on se rende compte de la chance qu'on a de voir ce gamin émerger pour nous, public de tennis, amateurs de tennis, mais surtout en fait pour ce sport en général, parce que la relève, elle mettait du temps à arriver. Et aujourd'hui, là, mais on a un joyau entre les mains et il faut profiter de chaque match de ce garçon. Et Novak Djokovic a fait du Novak Djokovic. J'ai trouvé Lorenzo Musetti durant un set et demi meilleur que le Serbe. Et c'est pourtant Novak Djokovic qui l'emporte. 6-4, 6-2, on va débriefer ça. Mais avant
de débriefer cette demi-finale, je voulais quand même souligner le niveau de jeu de l'Italien, l'attitude, je le répète encore une fois, mais il arrive d'une semaine éprouvante en Croatie à Umag où il avait fait finale dans l'ATP 250 et cette semaine il nous a éblouis. C'était vraiment magnifique Musetti. On en redemande. Alors oui, il y a encore un petit frein mental peut-être, mais j'ai surtout envie de penser que c'était surtout physique, parce que là, les 2 dernières semaines étaient très longues. S'il n'y avait pas eu la semaine dernière, après, il n'y aurait pas eu la même confiance, mais on aurait pu avoir un match totalement différent aujourd'hui, parce que je l'ai trouvé vraiment haut niveau pendant un bon gros set. Mais Djokovic, en fait, il fait du Djokovic, et on va essayer d'analyser ça pour comprendre pourquoi Djokovic, finalement, est si pragmatique. Déjà, Novak Djokovic, on l'oublie trop souvent, mais c'est un excellent serveur et puis on ne présente plus ses qualités de relanceur. Il y a juste à voir, point gagné au service, 64%, bien, même très bien. Point gagné au retour, 51%. Il est constamment en train de mettre la pression à son adversaire. Alors même si Musetti arrive à garder un niveau très haut durant un set, il est obligé de sortir des coups incroyables. Et ça, durant 2 sets, c'est très compliqué à faire. Deuxième chose très importante à noter, c'est que Novak Djokovic ne s'est pas laissé distancer aujourd'hui, contrairement au match de Tsitsipas hier. Il a eu des trous d'air, on va y revenir après, mais il ne s'est jamais laissé distancer. Preuve en est, Musetti n'a jamais réussi à mettre 2 jeux d'affilée dans le match. À chaque fois qu'il arrivait à prendre les devants, même avec un break, il se faisait débriquer directement derrière. Et ça, c'est vraiment symbolique de Djokovic, qui est capable parfois d'avoir des trous d'air, mais tout de suite d'être en action-réaction. Et puis je le disais, le début du match, il est quand même à la faveur de Musetti, avec un coup droit, je trouve très bon. Il arrive à faire mal à Djokovic en trouvant des zones croisées comme sur l'image que je vous propose. Ou alors, dans l'échange, il arrive à varier. En tout cas, c'est lui qui fait la meilleure impression dès le début du match. Mais on sait qu'avec Djokovic, c'est un marathon qui commence jusqu'à 2-2. On en a eu pour 34 minutes. Je ne sais pas si on se rend compte du combat mental que le Serbe vous impose. Vous êtes en train de réaliser un bon début de match, mais au final, vous n'êtes pas devant. Il y a seulement 2-2 et on se retrouve à plus de 30 minutes de jeu. Bah, rien que ça, en fait, c'est très compliqué à gérer. Puis on arrive directement dans ce jeu important, 4 partout, 15A. Novak Djokovic a un smash à faire et on sait que ce n'est pas son point fort. Il va le rater, il va se retrouver à 15-30, donc petit danger pour le Serbe. Ensuite, on se retrouve à 30A et là, c'est un petit peu ce qui manque à Musetti, je trouve. Ça s'est passé 2-3 fois dans les points importants et Novak Djokovic ne se trompe pas. À ce moment-là, il est pas débordé, mais il est mis en difficulté par Lorenzo Musetti, avec un slice longue ligne. Et Djokovic, au lieu de défendre comme la plupart du temps croisé, il va défendre assez haut, assez lifté sur le revers de Musetti. Et ce dernier a du mal à prendre la balle tôt pour frapper fort croisé avec son revers à une main. C'est quelque chose qui lui manque. On sait que Novak Djokovic, lui, c'est un coup qu'il maîtrise à la perfection. Il l'a fait durant toute sa carrière. Et bien à ce moment-là, Musetti, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous tenter un revers à longue ligne et il va perdre le contrôle. Et c'est normal, c'est un coup qui est très compliqué. L'ouverture, elle était clairement croisée à ce moment-là. Et c'est un moment crucial parce qu'il se retrouve à 15-30, il n'en profite pas. Et là, il se retrouve à 30A avec une balle où c'est lui qui est censé venir prendre tôt. Il ne la fait pas non plus. C'est déjà pour moi un petit tournant. Et Novak Djokovic, on est à 5-4, il connaît l'importance de ce premier point, il le perd et il lâche un cri qui veut dire beaucoup, un cri de frustration, mais tant il sait que ce moment est important. Et dans le jeu, Lorenzo Musetti va mener 40-0, mais rien n'est jamais terminé. On s'en souvient, si vous avez suivi hier avec Stefano Tsitsipas, il menait lui aussi 40-0, 3 balles de 7. Cette fois, Musetti avait 3 balles pour revenir à 5 partout. Et il en a une surtout cadeau à 40-30, on le voit avec ce coup droit plus que penalty. Il va jouer droit devant avant de se faire lober par Novak Djokovic. Il tentera derrière un coup entre les jambes qu'il ratera. Et puis derrière, forcément, ça ne peut pas rester indemne. Il y aura punition. Et première manche, 6-4, Novak Djokovic. À ce moment-là, on sait que la victoire, elle est quasiment dans la poche du Serbe. C'est presque impossible pour Musetti de revenir. Et pourtant, je le disais tout à l'heure, Novak Djokovic a eu son petit trou d'air dans ce début de deuxième manche où il va se faire breaker d'entrée avec un jeu cadeau, clairement pour Lorenzo Musetti. Mais l'Italien va pas savoir en profiter, il va bazarder. Lui aussi, son niveau de jeu va un petit peu baisser dans ce début de deuxième manche. À l'image de Djokovic, les deux joueurs ont un petit peu moins bien joué à ce moment-là. Et il y a un break, puis un débreak. Et on continue avec, pareil, un autre match raté de la part de Novak Djokovic alors qu'il avait une balle pour tourner à 2-1. Ça a été vraiment le coup dans lequel aujourd'hui, une fois de plus, il a eu du mal. Bon, sans conséquence, comme d'habitude, mais c'est à noter.
et il se fait breaker encore une fois. Et à ce moment-là, on sent un peu de tension de la part de Novak Djokovic qui prend 2 warnings pour dépassement de temps. Il doit même jouer une seconde balle, il n'a pas le droit de jouer sa première balle. Ce sont les règles quand on prend 2 warnings. Mais à ce moment-là, il va discuter avec l'arbitre et on le sent un petit peu nerveux. Il envoie des messages à son clan. On sait qu'il a besoin de ça aussi, il s'en nourrit. J'étais pas vraiment acquis à ce moment-là pour le Serbe, mais je trouve aussi que ça fait partie du drama, le fait de sortir un petit peu l'adversaire de son match. Clairement, à ce moment-là, Musetti joue moins bien et on voit Novak Djokovic qui est en train de prendre l'ascendant, pas que tennistique, mais aussi mental. C'est lui qui prend possession du terrain, c'est lui qui prend de la place sur le terrain, c'est lui qu'on entend verbalement, oralement. Et puis vous l'aurez compris, les jeux défilent pour le Serbe. On se retrouve à 5-2 et j'adore ce moment à 5-2 où Novak Djokovic, à l'image d'un Carlos Alcaraz, on en a parlé dans le début de la vidéo, où il continue de mettre la pression, il garde cette envie de couper les trajectoires au retour, on le voit, il est 1 mètre dans le terrain pour relancer cette balle, il se jette littéralement, il fera un retour gagnant en visant constamment le revers de l'Italien sur chaque retour, je dirais 95% parce que peut-être que j'en oublie un ou deux, mais à chaque retour, il se jette dans la balle pour jouer sur le revers de l'Italien et on sait qu'à partir de ce moment-là, c'est lui le patron pour dicter le jeu. 6-2, délivrance, Novak Djokovic s'effondre au sol. Alors, il n'a pas encore remporté le tournoi olympique, mais il est en finale, il aura une médaille, l'argent ou l'or, on le verra. On en parle demain, je vais faire une preview de la finale pour donner mon avis, pour essayer de voir un petit peu quelles sont les clés de cette partie, les enjeux, mais ce n'est pas le thème de cette vidéo. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, à partager autour de toi, ça m'aide énormément. Et nous, on se voit demain pour la preview de la grande finale tant attendue des Jeux Olympiques.